Mais quand nous disons « je », à quoi faisons-nous référence? Bonjour à tous. Cette question peut paraître un peu étrange, car nous utilisons ce jeu depuis toujours, ou du moins depuis notre petite enfance. Mais sommes-nous vraiment conscients de ce qui se cache derrière? Pour commencer, avant la prise de conscience progressive de notre individualité, bébé, nous étions traversés par nos instincts. Ils se manifestaient par la faim, le besoin de chaud, de froid pour réguler notre température, ou encore le besoin d'être propre et au sec pour se sentir bien. À cette époque où l'instinct de survie était aux commandes, nous n'hésitions pas à exprimer nos besoins et à nous faire comprendre. Aussi, le besoin de sécurité nous poussait à rechercher le contact, la chaleur humaine pour apaiser notre sensation de séparation. Jusque-là, lors de la vie intra-utérine, nous étions unis à notre mère et la séparation nous était inconnue. Après, dans la petite enfance, une individualité relative a pu être reconnue avec la prise de conscience de notre corps physique et du fait que nous étions distincts des autres. Enfant, on commence à se reconnaître dans le miroir vers les 2 ans, puis progressivement sur les photos vers 4-5 ans. Après, en grandissant, notre jeu a pu intégrer de plus en plus nos ressentis, qu'ils soient physiques ou émotionnels, et selon les histoires de chacun, ils pouvaient être très différents, allant de sentiments de sécurité ou d'insécurité, de joie, d'amour ou de peur, de colère et de tristesse. À ce stade et en fonction des circonstances éducatives, ils ont été exprimés ou refoulés, mais dans tous les cas, ils ont participé grandement à notre identification. Et c'est dans un troisième temps qu'est venue notre identification à nos goûts et progressivement à nos pensées et à nos croyances. Ces 3 grandes étapes marquent le développement des 3 corps, physique, émotionnel et mental. Et justement, un point important pour apprendre à se reconnaître, c'est de prendre conscience que nous sommes multiples, avec de plus ou moins grandes variations dans l'expression de qui nous sommes. En fonction des périodes ou des domaines de la vie, un corps peut prendre le dessus sur les autres et parfois, c'est même en permanence. Dans tous les cas, nous exprimons le plus souvent qu'une partie de qui nous sommes, avec fréquemment un déséquilibre, s'exprimant dans une forme d'excès ou de rétention peu favorable à notre épanouissement et à la réalisation de qui nous sommes. On pourrait dire qu'inconsciemment, nous avons eu tendance à parier sur l'un de nos 3 corps pour nous éloigner de nos peurs et nous protéger des dangers de la vie. Quand c'est le corps physique, c'est l'instinct de survie qui est mis en avant, avec sa force, sa puissance d'action, tout cela pour se donner l'impression de pouvoir éviter toute forme de soumission, quitte à dominer les autres par la force ou une volonté implacable. Cette peur de la soumission peut être vis-à-vis d'une personne en particulier ou de façon plus large dans divers aspects de la vie. Mais au plus profond de ce mode de fonctionnement, il y a le souhait de ne pas se soumettre à la vie, ou plutôt de ne pas être dominé par celle-ci. Les personnes dans les cas extrêmes pensent pouvoir contrôler la vie et leur environnement par la force ou en suscitant selon eux le respect, mais dans la réalité plutôt la peur. Mais à force de rechercher une forme plus ou moins excessive de domination sur la vie et sur les autres, ils se retrouveront forcément en retour soumis d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par une personne, la société ou tout simplement par la maladie. Quand à contrario, l'instinct de survie est retourné contre soi, l'effet est inverse. La culpabilité et la peur de mal utiliser cette force et d'en abuser coupent la personne de ses énergies. Mais cela la condamne à devoir se soumettre et potentiellement à être abusée tant qu'elle ne reprend pas son pouvoir personnel. Pour rappel, toute énergie dans un premier temps est exprimée de façon déformée, que ce soit dans un excès ou un autre, et que ce soit projeté sur les autres ou retourné contre soi. C'est pour cela que dans de nombreuses traditions, il est recommandé d'emprunter la voie du milieu ou celle de l'équilibre. Quand c'est le corps émotionnel, c'est la vie affective, la sensibilité qui est mise en avant. La peur cachée est celle de ne pas être aimé. Alors toutes les stratégies sont bonnes pour rendre les autres dépendants de soi. Il faut devenir indispensable. Et là,
Et il y a une grande diversité dans la façon de le faire. Mais tout cela peut mener jusqu'à des relations toxiques, perverses, qui sèment le chaud et le froid pour déstabiliser l'autre et l'empêcher de développer son autonomie. Et c'est possible donc dans toutes les relations affectives, que ce soit en famille, dans le couple ou encore entre amis. Il est classique que les personnes prises par cette peur donc dévalorisent les autres pour leur envoyer le message qu'elles ont la chance de les avoir à leur côté, sous-entendu qu'elles ne méritent pas. Et plus ou moins inconsciemment, comme ça, elles imaginent que l'autre ne partira jamais. C'est une version bien déformée de l'amour. Cette peur de ne pas être aimé, dans son expression introvertie, mène à se dévaloriser soi-même, à se rendre à l'évidence que l'on n'est pas aimable, pas assez bien. Et comme ça, il y a l'illusion de lâcher cette quête d'amour pour ne plus souffrir. Mais ce mode de fonctionnement va obligatoirement faire vivre à la personne des expériences où elle va se sentir rejetée, et même véritablement rejetée. Et là, il va lui falloir du temps pour se rendre compte que c'est elle-même qui rejette sa propre valeur. Quand c'est le corps mental, ce sont les connaissances, le savoir et l'intelligence qui sont mis en avant pour pouvoir éviter les pièges et les souffrances dans la vie. Il y a là souvent une peur inconsciente de ne pas être capable de s'adapter à ce que la vie propose, et pour cela, il y a une recherche de contrôle mental. Ce contrôle est aussi bien dirigé vers la personne que vers son entourage. L'intellect veut plus ou moins consciemment contrôler la vie pour que tout se passe bien, ne pas avoir besoin à se remettre en cause ou de devoir lâcher des identifications, qu'elles soient matérielles, affectives ou plus mentales, comme des certitudes ou des pseudo-vérités qui rassurent. Et si c'est la répression du mental qui est à l'œuvre, là, il y a en apparence une adaptation permanente. Mais c'est plutôt qu'il n'y a aucun cap, aucune direction particulière, ce qui est une façon de ne jamais être déçu. Parfois, ça peut être même pris pour une forme de lâcher-prise, mais ce n'est aucunement le cas. Lâcher-prise, c'est avoir une intention claire tout en lâchant le contrôle sur les moyens et les formes que ça devra prendre pour se réaliser. C'est un état de conscience où l'on reconnaît que l'on doit s'appuyer sur la vie pour pouvoir nous réaliser et que celle-ci nous donne des opportunités, quand nous sommes réceptifs, que nous n'aurions jamais pu mettre en place seuls. Alors, pour ne plus être limité à l'expression excessive d'un de nos trois corps et à la déformation de ces énergies, nous allons devoir apprendre à les faire fonctionner ensemble et à les faire coopérer. Ils pourront ainsi s'équilibrer et nous permettre d'exprimer notre individualité à un niveau plus qualitatif. Mais sur ce chemin d'unification, il peut y avoir des phases où deux corps s'allient au détriment du troisième. Et là, ce sont des moments plutôt critiques, des périodes de vie qui sont souvent destructrices pour soi ou pour les autres. Pour imaginer ça, représentez-vous le comportement d'une personne qui est dirigée par un instinct de survie dominateur et un mental contrôlant, sans ressentir le besoin d'être aimé ou d'aimer. Ou alors, d'une personne dirigée par la peur de ne pas être aimée, qui est prête à tout accepter pour un peu d'amour, avec un mental réprimé qui s'adapte à toute situation en apparence et un instinct de survie aux abonnés absents. Ces deux versions qui semblent un peu caricaturales correspondent à des stéréotypes. Dans le premier, c'est celui d'une personne qui aura une forte tendance, pour ne pas être soumis, à prendre le pouvoir sur les autres et à les dominer et les contrôler. Pour le second, c'est celui d'une personne qui, pour un peu d'amour ou d'attention, se laisse facilement manipuler et abuser, sans capacité de mettre des limites pour assurer son intégrité physique ou psychique. Évidemment, il y en a bien d'autres. Toutes les combinaisons sont possibles et avec des variations d'intensité dans la déformation de ces énergies conscience. L'observation de nos comportements est le meilleur moyen pour nous découvrir. C'est indispensable pour réaliser les aspects de nous-mêmes qui ne nous conviennent plus et que nous devons lâcher de ceux que nous souhaitons vraiment développer. Nous pouvons ainsi prendre consciemment
prendre conscience du fonctionnement de nos trois corps et consciemment apprendre à les unifier. Progressivement, chaque action doit émaner d'un travail commun des trois, aucun ne doit prendre le pouvoir ni n'être écarté. Et le plus souvent, c'est dans le milieu professionnel que ce travail d'unification des trois corps s'exprime en premier, lorsque nous cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes. Cette unification des trois corps donc, va permettre de donner une nouvelle profondeur à notre jeu, une identité plus subtile, car l'unification et l'équilibre des trois corps est le point de départ qui nous donne la possibilité de relayer notre part la plus subtile, la part spirituelle, celle que l'on appelle l'âme ou le soi. Et là, les trois corps pourront progressivement assumer leur véritable rôle de médiateur des instants spirituels jusque dans la matière. Le corps mental va progressivement pouvoir capter le mental universel et devenir son intermédiaire, son transmetteur dans le monde concret. Il deviendra le relais de l'intelligence. Le corps émotionnel va pouvoir remonter progressivement au corps bouddhi, là où se situe l'amour-unité, et en devenir son relais. C'est ce processus qui permet de passer de l'amour sous condition à l'amour inconditionnel. Il deviendra le vecteur de l'amour-unité. Quant au corps physique, il va pouvoir progressivement, en se décentrant de ses instincts individualistes, manifester jusque sur le plan formel, le plan de la vie objective, l'intelligence et l'amour au service de l'ensemble. Il incarnera à terme la volonté divine. Ce processus de transformation en apparence est en réalité la révélation progressive de qui nous sommes profondément. Et là, notre jeu prend une nouvelle signification toujours plus inclusive. Un jeu conscient de sa spécificité qui est de moins en moins séparé de ce qui l'entoure. Et c'est la vie à travers donc, nos expériences, les rencontres que nous faisons et les épreuves que nous traversons qui nous donnent les opportunités pour nous révéler pas à pas. Et ce chemin prend un tout nouveau rythme quand nous l'empruntons de façon consciente et volontaire. Chaque crise, contrariété ou excès en tout genre devient des occasions de mettre à jour nos soi-disant mécanismes de défense qui nous limitent dorénavant. Ces mécanismes qui ont pu nous servir ou nous sécuriser à un moment de notre vie deviennent en évoluant un frein majeur à notre développement, mais pour autant, c'est difficile de les lâcher. Ce qui nous aide, c'est de réaliser progressivement que ces stratagèmes défensifs, qui peuvent aussi prendre des formes offensives, sont à la base de tous les conflits individuels et collectifs, et donc ce sont les plus grands obstacles aux justes relations. À cette étape du voyage de la conscience, nous devenons de plus en plus à même de consciemment choisir quelle qualité de notre jeu nous souhaitons partager. Pour finir, si nous souhaitons mieux définir et découvrir où nous en sommes sur notre cheminement, nous devons nous interroger sur ce qui motive nos actions, notre façon de relationner et même de nous alimenter. Si nous sommes toujours dirigés par nos peurs, elles se manifesteront au niveau physique par la peur du manque, que ce soit matériel ou alimentaire, ou par la peur d'être dominé et de devoir se soumettre. Au niveau émotionnel, par la peur de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu, ou tout simplement par la peur de ce que l'on ressent. Et au niveau mental, par la peur de ne pas savoir, de se tromper, ou alors de perdre le contrôle. Mais si nous sommes en route vers une expression unifiée de qui nous sommes, une dynamique de confiance et de partage, d'inclusivité se révèle. Au niveau physique, libérés de nos peurs, nous pouvons partager et soutenir le développement des autres. Au niveau émotionnel, libérés de nos peurs, nous pouvons rester le cœur ouvert et développer la compréhension aimante. Et au niveau mental, libérés de nos peurs, notre vision du monde s'unifie et nous partageons nos connaissances et nos savoirs sans rien imposer, tout en nous accordant progressivement aux propositions de la vie, de plus en plus conscients du travail à l'œuvre au service de l'ensemble. Mais surtout, ce travail d'introspection ne doit en aucun cas être source de culpabilité. Chacun fait comme il peut, mais c'est vraiment l'occasion de dénicher
les peurs encore actives pour nous en libérer. Remettre en question l'origine de ces peurs et leur cohérence permet de réaliser justement leur incohérence et ce qu'elles induisent dans nos vies ou sur le collectif. Et c'est le meilleur moyen pour prendre de la distance avec elles. Quand nous devenons conscients, jusque dans notre vécu de leurs effets néfastes, nous pouvons alors nous en libérer véritablement. Nous pouvons ainsi passer d'un jeu fragile, apeuré, révolté ou dominateur à un jeu confiant, qui n'a plus rien à prouver, mais qui s'emploie à relayer dans la mesure de ses capacités et sans atteinte personnelle les qualités d'intelligence, d'amour et de volonté si nécessaires au développement des justes relations. Merci d'avoir écouté cette vidéo et on se retrouve le mois prochain avec le thème « Les âges de conscience ». Merci à tous et à bientôt.